Pour notre anniversaire de mariage, ma femme m'a envoyé cette photo. La notification de notre anniversaire a sonné à 23h47. J'étais encore assis au bureau, terminant une présentation, afin de payer ce voyage à Paris, dont elle avait tant parlé. Sa publication est apparue comme un couteau entre les côtes, publique, triomphante, et accompagnée d'une photo, où ses lèvres étaient pressées contre le cou d'un inconnu, tandis que la main de ce dernier s'emmêlait dans ses cheveux. L'horodatage indiquait 23h43. À 3 minutes de la fin de notre anniversaire, j'ai fixé l'écran, jusqu'à ce que ma rétine commence à brûler. 7 ans. Cette année d'heures supplémentaires, de silence toléré, et de tentatives pour me convaincre, que sa froideur grandissante n'était qu'une forme de maturité, qui prenait place. J'étais devenu un fantôme dans mon propre mariage, errant à travers des pièces, qu'elle ne remarquait même plus. L'homme de bien, que tout le monde louait, cet individu patient, compréhensif, et infiniment indulgent, est mort dans ce bureau, sous un éclairage fluorescent. Je l'ai senti partir. Une extinction silencieuse, comme si quelqu'un avait soufflé une bougie, avant de s'en aller. Je n'ai pas appelé, et je n'ai pas écrit. J'ai simplement commencé à archiver des captures d'écran, des métadonnées, et des relevés bancaires, que je n'avais jamais examinés auparavant. J'ai sauvegardé les paiements d'hôtel, que je prenais pour des séjours de spa entre amis, ainsi que les achats de bijoux, que je croyais être des cadeaux, qu'elle s'offrait à elle-même. Je travaillais avec une précision mécanique. Pour la première fois depuis des mois, mes mains ne tremblaient plus. À 2 heures du matin, je suis rentré chez moi. Elle n'était pas là. J'ai préparé un seul sac, j'ai pris les disques durs, et je me suis installé dans un hôtel, situé juste à côté du commissariat de police. Le sommeil n'est pas venu. Je restais allongé dans l'obscurité, et je sentais quelque chose d'inconnu prendre racine là, où se trouvait autrefois l'homme de bien. C'était une structure cristalline, froide, et parfaitement ordonnée. Au matin, j'ai appelé la banque, et j'ai bloqué tous nos comptes joints. Ensuite, j'ai contacté un avocat, spécialisé en droit de la famille, et je lui ai expliqué la situation, sans la moindre émotion. Ma femme, lui ai-je annoncé, a commis une fraude, en utilisant mes ressources financières. J'ai des preuves, et je souhaite déposer une plainte. L'avocat a fixé un rendez-vous, 2 heures plus tard. J'ai profité de ce temps, pour créer des copies de sauvegarde de toutes les données, incluant les stockages en ligne, les emails, et les messages sur les applications. Chaque « merci », mon chéri, pour des cadeaux coûteux. Chaque promesse, de me rembourser dès qu'elle recevrait son salaire. Chaque silence, concernant la véritable destination de l'argent. J'ai documenté cette année de mensonges, avec une rigueur purement juridique. Au commissariat, j'ai été reçu par un jeune inspecteur aux yeux fatigués, qui se sont soudainement animés, lorsque j'ai étalé les preuves sur son bureau. C'est une fraude, ai-je expliqué, un vol systématique depuis un compte familial, que j'étais le seul à alimenter. L'infidélité était un poison émotionnel, mais la trahison financière, elle, était un crime pénal. La plupart des maris, dans votre situation, cassent des objets, a-t-il remarqué, tout en glissant mes documents dans un dossier. Je ne suis plus ce genre de mari, ai-je répondu. L'inspecteur a hoché la tête, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier en moi. Peut-être, avait-il déjà vu une telle transformation auparavant. Peut-être, avait-il lui-même traversé une épreuve similaire. Il n'a posé aucune question superflue sur mes sentiments, et il n'a pas proposé de parler, de la façon dont je surmontais cela. Il a simplement recueilli ma déposition, et il m'a expliqué la procédure à suivre. L'enquête prendra quelques semaines, m'a-t-il prévenu. Vous devrez fournir des documents supplémentaires, et, probablement, témoigner devant un juge d'instruction. J'ai hoché la tête, en notant chaque mot, avec la même concentration, que si je menais des négociations, pour la fusion d'une entreprise. De retour à l'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à étudier la législation, sur l'indemnisation des dommages en cas de fraude conjugale. J'ai cherché des précédents, des affaires similaires, et les montants des compensations. Je préparais ma stratégie, exactement comme je concevais autrefois mes plans d'affaires, avec des objectifs clairs, des délais précis, et des résultats attendus. Le soir même, elle a appelé. J'ai regardé l'écran clignoter, affichant sa photo de profil, celle-là même, que j'avais prise il y a 3 ans, lors de notre seconde lune de miel, en Toscane. Elle riait sur ce cliché, la tête rejetée en arrière,
pendant que le soleil jouait dans ses cheveux. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. Sa voix, lorsque j'ai finalement écouté le message, était purement théâtrale. Des accusations d'abandon, et des exigences d'explication. C'était exactement la même mise en scène, qu'elle déployait lors du moindre petit désagrément. J'ai sauvegardé le message, comme une preuve supplémentaire, de sa véritable nature. La nuit, je restais allongé dans un lit étranger, et je me remémorais des moments, qui prenaient désormais un tout autre sens. Ces soirées imprévues entre filles, qui s'éternisaient jusqu'au matin. Son irritation, lorsque je proposais de passer du temps ensemble. Son impatience palpable, quand je rentrais du travail plus tôt que d'habitude. Tout cela était d'une évidence aveuglante, mais l'homme de bien refusait catégoriquement de le voir. Je me suis levé, et je me suis approché de la fenêtre. La ville dormait en dessous de moi, avec ses millions d'habitants, portant leurs secrets, et leurs trahisons. Je ne faisais plus partie de ceux qui pardonnent pour préserver l'harmonie, de ceux qui se taisent par amour, ou de ceux qui acceptent d'être les instruments de l'égoïsme d'autrui. Je suis retourné au bureau, et j'ai ouvert un document, intitulé « Le plan ». La première phase concernait la punition judiciaire. La deuxième phase visait le recouvrement financier. La troisième phase s'articulait autour des conséquences à long terme. J'ai détaillé chaque étape, avec une précision chirurgicale, ne laissant absolument aucune place à l'improvisation ou à la faiblesse. À l'aube, j'ai commandé un café, et j'ai appelé un détective privé. J'avais besoin d'en savoir plus sur son amant, son nom, sa profession, sa situation financière, et ce qu'il savait de son statut matrimonial. L'information est une arme redoutable, et j'avais bien l'intention de m'armer jusqu'aux dents. L'homme de bien ne reviendrait plus jamais. À sa place, il existait désormais quelque chose de bien plus solide, une entité d'une cohérence absolue, qui avait compris une chose fondamentale. Certaines trahisons ne méritent ni pardon ni oubli, elles exigent seulement la construction patiente et méthodique d'une cage forgée à partir des propres choix du traître. L'enquête a duré 6 semaines. J'ai coopéré pleinement, j'ai fourni toute la documentation supplémentaire, et j'ai répondu à chaque question, avec cette même précision clinique, qui m'avait permis de bâtir ma carrière. En parallèle, j'ai engagé un expert comptable judiciaire, ainsi qu'un avocat spécialisé dans les divorces, expert en recouvrement complexe d'actifs. Elle a appelé encore 2 fois, mais je n'ai pas répondu. Les messages devenaient de plus en plus hystériques, allant des menaces de me poursuivre pour violence psychologique, jusqu'aux supplications pour me rencontrer, afin de tout expliquer. J'ai tout conservé. L'archive s'agrandissait, organisée par date et par catégorie, prête à être présentée, devant n'importe quelle instance judiciaire. Le détective privé s'est avéré être un professionnel de haut vol. 10 jours plus tard, je tenais entre mes mains un dossier complet sur son amant. Il s'agissait d'un coach sportif de 32 ans, nommé Antoine, avec un casier judiciaire pour de petits délits, et 2 crédits à la consommation impayés. Il travaillait dans un club de sport prestigieux, où elle se rendait régulièrement, pour garder la forme. Leur liaison durait depuis 14 mois, et il était parfaitement au courant de sa situation familiale. Leurs échanges contenaient des moqueries sur le « mari stupide qui ramène l'argent ». J'ai lu ces messages, avec la curiosité d'un anthropologue, étudiant une civilisation étrangère. Je ne tremblais pas de colère, et ma gorge ne se serrait pas de douleur. Je me contentais de consigner les faits, les dates, les montants, et les lieux de rendez-vous. Chaque nuit passée à l'hôtel, chaque cadeau financé par mon argent, et chaque mensonge, inventé pour justifier ses heures supplémentaires au travail. L'arrestation a eu lieu, dans l'appartement d'Antoine. Je n'étais pas présent, mais j'ai reçu un rapport très détaillé. Les menottes posées dans la lumière du petit matin, les voisins observant la scène depuis leur balcon, et l'amant, qui prétendait soudainement ignorer qu'elle était une femme mariée. Les chefs d'accusation étaient lourds, escroquerie aggravée par abus de confiance, manipulation de virements bancaires, et usurpation d'identité, pour ouvrir des cartes de crédit à mon nom. J'ai assisté à l'audience de comparution, depuis le banc du public. Lorsqu'ils l'ont fait entrer, sa tenue de garde à vue contrastait durement, avec ses mèches blondes soigneusement entretenues. Elle a balayé la salle du regard, jusqu'à croiser mes yeux. J'ai soutenu son regard, sans exprimer la moindre émotion, et c'est elle qui a détourné les yeux en premier. Mon avocat avait déjà obtenu
un gel d'urgence de tous les actifs, avant même le dépôt formel de la demande de divorce. Chaque compte auquel elle avait accès, chaque cadeau offert à son amant avec mon argent, et chaque prêt accordé à des membres de sa famille, que je n'avais jamais rencontrés, tout cela a été requalifié, en bien sujet à recouvrement. Antoine, confronté à des poursuites pour enrichissement sans cause, a restitué les bijoux, et a déclaré aux enquêteurs qu'elle me décrivait uniquement comme un « pigeon » et non comme un mari. J'ai pris note de cette définition. Cette année de vie commune, de soutien inébranlable pour ses ambitions, et de patience infinie face à ses caprices, tout cela se résumait, à un seul mot vulgaire, dans une conversation avec son amant. La procédure de divorce a avancé, en parallèle avec l'affaire pénale. Ma position est restée absolument inflexible. J'exigeais un remboursement intégral du préjudice matériel, ainsi qu'une lourde compensation, pour le préjudice moral. Son avocat a tenté de bâtir une défense, basée sur l'épuisement émotionnel au sein de notre mariage, sur ma prétendue froideur, et sur son besoin vital, de trouver de la chaleur ailleurs. Le juge a balayé ces arguments, les jugeant totalement hors de propos, face à la gravité des accusations pénales. J'assistais à chaque audience, toujours assis au troisième rang, portant invariablement des costumes sombres identiques. Je ne manquais pas un seul mot des témoignages, ni une seule réaction du jury. Mes notes ont rempli 5 carnets entiers. Ce n'était pas par nécessité juridique, mais par discipline personnelle, pour entretenir cette structure cristalline, qui avait définitivement remplacé mon ancienne personnalité. L'expert comptable a mis en lumière des couches supplémentaires de fraude. Elle ne se contentait pas de dépenser mon argent, elle l'investissait dans des montages frauduleux, essayant de se constituer un filet de sécurité financier, pour préparer sa fuite. Il s'agissait de petites sommes, transférées régulièrement sur les comptes de sa mère, puis redirigées vers une chaîne de sociétés fictives. Elle planifiait d'émigrer, probablement en Espagne, où Antoine avait de la famille éloignée. J'ai étudié ces documents un soir, en buvant un verre de whisky, une chose que je ne m'autorisais jamais en semaine auparavant. Le plan était amateur, mais il restait fonctionnel. Encore 6 mois, et elle aurait pu disparaître, avec une part substantielle de mes économies, me laissant seul, avec des dettes et de l'incompréhension. Le tribunal a rendu son verdict, 4 mois après son arrestation. 2 ans d'emprisonnement, dont une partie avec sursis, et une peine ferme de 14 mois, à purger dans un centre pénitentiaire classique. À cela s'ajoutait le remboursement intégral des dommages, accompagné de la confiscation de ses biens personnels, le paiement des frais de justice, et des intérêts de retard accumulés. Elle a pleuré lors de l'énoncé du jugement. J'ai observé ses larmes, avec un intérêt purement clinique. Était-elle sincère? S'agissait-il de regrets pour ses actes, ou simplement de la tristesse, de s'être fait prendre? La distinction n'avait d'importance que pour les statistiques, certainement pas pour moi. Après le verdict, je me suis rendu vers le cimetière de documents, que je conservais dans mon coffre-fort. Les contrats d'achat immobilier, les testaments, et les procurations. Tout ce qu'elle avait signé sans jamais lire, faisant aveuglément confiance, à ma gestion de notre avenir. J'ai tout transféré à mon nom exclusif, en utilisant une clause spécifique de notre contrat de mariage, qu'elle avait signé dans un élan de romantisme, au 3e mois de notre relation, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité. L'appartement où nous vivions, là où elle me trahissait dans nos propres draps, a été vendu en seulement 2 mois. Je n'y avais plus remis les pieds, depuis cette fameuse nuit. J'ai engagé une entreprise de débarras, pour détruire absolument tout, ce qui pouvait me rappeler son existence, les photos, les vêtements, et les cosmétiques. Je n'ai conservé que les documents financiers, ainsi que les bijoux qui devaient m'être restitués. Au nouveau propriétaire, un jeune couple attendant un enfant, vous ignorerez toujours l'histoire sombre de ces murs. J'ai observé depuis ma voiture comment ils déchargeaient les cartons contenant les affaires pour la chambre de leur bébé. Une page blanche. Un nouveau départ. La vie qu'elle avait pris soin de détruire, et que moi, j'avais fini par restaurer. Depuis la prison, elle m'a écrit une lettre. La première d'une longue série. J'ai immédiatement reconnu son écriture, cette même écriture ample, avec ses boucles si caractéristiques, qu'elle utilisait pour signer les cartes, lors de mes anniversaires. Je ne comprends pas, comment tu as pu agir ainsi, commençait la lettre. Nous aurions pu en discuter, et trouver un compromis. Tu as transformé une tragédie privée, en un spectacle public et humiliant.
J'ai lu la lettre jusqu'à la fin, bien que chaque mot fût douloureusement prévisible. Elle se plaignait des conditions de détention, de la trahison d'Antoine, qui s'était révélé être un lâche, et de ma propre incapacité à pardonner. À la fin du texte, elle formulait une demande de visite, implorant une opportunité, pour parler humainement. J'ai brûlé cette lettre, dans le lavabo de la chambre d'hôtel, où je continuais de résider. Ce n'était pas par goût du drame, je voulais simplement ne laisser aucune trace matérielle de son existence dans mon espace personnel. Je n'ai jamais ouvert les lettres suivantes. Je les empilais dans une boîte, rangée dans l'armoire de mon avocat, au cas où j'en aurais besoin, comme preuve de harcèlement, ou pour me défendre, contre d'éventuelles fausses accusations. Elle écrivait chaque semaine, puis chaque mois, et finalement, elle a cessé. J'ai mis ce temps à profit, pour étendre mes opérations. Mon entreprise était florissante. La concentration intense que j'avais développée, portait d'excellents dividendes professionnels. J'ai investi dans l'immobilier, dans des startups, et dans le marché de l'art. Ma fortune a doublé en un an, pendant qu'elle purgeait sa peine derrière les barreaux, mais l'argent n'était qu'un produit dérivé. L'essentiel, c'était la planification de la deuxième phase, celle qui débuterait, juste après sa libération. J'ai étudié attentivement la législation, sur la réinsertion des condamnés, sur les possibilités légales de restreindre leurs droits, et sur les méthodes permettant de créer, en toute légalité, des obstacles à leur réhabilitation dans la société. J'ai trouvé des personnes qui se spécialisaient dans ce genre de dossiers complexes. Pas des mercenaires, mais des avocats, des journalistes, et des experts en sécurité de l'information. J'ai mis en place un réseau qui fonctionnerait de manière totalement autonome, en suivant des algorithmes définis à l'avance. Les 14 mois ont passé, avec une rapidité surprenante. Je cochais les dates sur un calendrier, non pas par impatience, mais par souci d'exactitude, pour respecter strictement le planning que j'avais tracé lors de cette première nuit à l'hôtel. Une semaine avant sa remise en liberté, j'ai reçu une notification de l'administration pénitentiaire, indiquant la date, l'heure, et l'adresse de l'établissement. C'était comme une invitation pour une pièce de théâtre, que j'avais moi-même mise en scène. Je ne suis pas allé la chercher. J'avais d'autres plans pour cette journée. J'avais un rendez-vous avec un agent immobilier, pour l'achat d'un immeuble situé dans le quartier huppé où vivait Antoine. C'était une belle opportunité d'investissement, rien de personnel. Mais le soir venu, je suis resté assis dans ma nouvelle maison, un espace vaste et minimaliste, sans la moindre trace de notre passé commun, et j'imaginais sa sortie, par la porte arrière de la prison. Sa recherche de visages familiers, qui ne serait pas là. Sa tentative de commander un taxi, qui lui serait refusé, à cause de son historique de crédit désastreux. Sa première nuit d'errance à la gare, ou dans un foyer d'accueil, parce que tous ses amis avaient disparu, en même temps que mon argent s'était volatilisé. Ce n'était que le commencement. Le vrai travail restait à accomplir. La prison n'était que les fondations de l'édifice. J'avais effectivement acquis l'immeuble, où logeait Antoine, une opportunité d'investissement, rien de personnel, et j'ai tout simplement refusé de renouveler son bail locatif. J'ai financé un film documentaire, portant sur la trahison financière au sein du mariage. Je me suis assuré que son étude de cas, bien qu'anonymisée, reste parfaitement reconnaissable pour tous ceux qui nous connaissaient, et que ce film devienne un visionnage obligatoire dans les cours d'éthique de plusieurs facultés de droit. J'ai également créé une bourse d'études, au nom de ma mère, dans l'université exacte, où elle prévoyait d'obtenir son diplôme de décoratrice d'intérieur, en prenant le soin d'exclure spécifiquement tout candidat ayant un casier judiciaire pour fraude. Elle a purgé ses 14 mois. Je n'étais pas présent le jour de sa libération. La véritable vengeance exigeait une patience infinie. J'ai attendu qu'elle trouve un emploi, mal payé en raison de son casier judiciaire, mais néanmoins stable. J'ai attendu qu'elle loue un appartement minuscule, qu'elle commence à recoller les morceaux de sa vie sociale, et qu'elle parvienne à se convaincre que le pire était enfin derrière elle. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé un colis. À l'intérieur se trouvait chaque reçu, correspondant à chaque transaction dissimulée. Chaque photo compromettante, récupérée depuis les sauvegardes cloud, dont elle avait oublié que nous partagions l'accès. La transcription complète des aveux d'Antoine. Et une unique note manuscrite, tu m'as appris que l'amour était une transaction. Voici donc ton solde. Je ne cherchais pas à la détruire.
La destruction totale aurait été un acte de miséricorde, rapide, compréhensible, lui permettant même de revendiquer le statut de victime. Au lieu de cela, je lui avais conçu une vie, faite de conséquences précises, et totalement inévitable. Son historique de crédit demeurait en ruine, et son parcours professionnel comportait désormais des vides permanents. Chaque tentative de construire une nouvelle relation se heurtait, tôt ou tard, à la documentation soigneusement conservée sur sa moralité, transmise avec une discrétion absolue, par des connaissances communes, qui évoquaient son passé de manière soi-disant fortuite. Elle continuait à m'écrire des lettres. Je les brûlais, sans même les décacheter. Pour le premier anniversaire de sa libération, j'ai reçu une notification m'informant qu'elle avait quitté la région, pour une destination inconnue. Je me tenais dans la maison, que je m'étais réappropriée, entouré de ce silence, que j'avais durement mérité, et pourtant, je ne ressentais rien qui puisse ressembler à la paix. J'éprouvais seulement la satisfaction froide d'une équation mathématique, qui finit enfin par se résoudre. La dette avait été remboursée, dans son intégralité, et avec les intérêts. La photo de cette nuit-là. Le baiser. La joie manifeste qu'elle éprouvait, dans sa trahison. Je conserve tout cela, dans le coffre d'une banque, et ce n'est certainement pas par sentimentalisme. C'est pour le jour, où j'aurai besoin de me rappeler, tout ce que j'ai dû traverser, et ce que je suis devenu en retour. Parfois, tard dans la soirée, j'ouvre les archives, et je passe en revue toute la chronologie des événements. Pas pour me torturer l'esprit, mais pour procéder à une vérification. Pour m'assurer que chaque étape était vitale, que chaque décision était justifiée, et que chaque chiffre était parfaitement exact. L'homme de bien ne revient jamais. À sa place, subsiste une chose bien plus endurante. Une entité d'une logique absolue, qui a compris la règle, certaines trahisons ne méritent jamais le pardon ou l'oubli, mais uniquement la construction lente et méthodique d'une cage tissée par les propres choix du traître. J'ai entendu dire qu'elle travaillait actuellement dans une autre ville, sous un nom d'emprunt, tentant désespérément de recommencer à zéro. L'information me parvient, à travers une chaîne de contacts hasardeux, d'anciens collègues, et de connaissances communes, à qui je n'ai jamais demandé d'espionner. Le système que j'ai mis en place fonctionne de manière totalement autonome, tel un mécanisme d'horlogerie, qui, une fois remonté, continue de compter le temps indéfiniment. Elle vieillit beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait. J'ai aperçu une photographie, prise à son insu dans un supermarché, un visage marqué par la fatigue, et des cheveux gris, qu'elle ne tint plus, par simple souci d'économie. À 43 ans, elle en paraît désormais 50. La vengeance, semble-t-il, possède également une dimension physique. Je n'éprouve aucun regret pour ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs la seule pensée, qui me trouble parfois un peu, ce n'est pas le regret en lui-même, mais son absence totale. Les gens normaux finissent par pardonner, ils lâchent prise, et ils vont de l'avant. J'ai délibérément choisi une autre voie, et c'est elle qui m'a mené ici, dans cette maison, et au cœur de ce silence. C'est un état de clarté absolue, semblable à du cristal, mais dénué de toute chaleur. Mon entreprise est plus prospère que jamais. Je suis un philanthrope, et un membre éminemment respecté de ma communauté. Je représente l'exemple parfait d'une reconstruction réussie, après une tragédie personnelle. En public, je cite volontiers des psychologues, sur l'importance vitale du pardon. Mais en secret, je sais la vérité, le pardon est un luxe, que je ne me suis jamais accordé, tout simplement parce qu'il n'apporte aucune justice. Elle est morte à mes yeux, cette nuit-là, à 23h43 précise, lorsqu'elle a appuyé sur le bouton publier. Tout ce qui a suivi, ne fut qu'une simple gestion de formalités administratives, pour organiser ses propres funérailles sociales. Il m'arrive, de temps à autre, de faire des rêves. Ils ne sont pas à propos d'elle, mais à propos de lui, l'homme que j'étais autrefois, celui qui croyait sincèrement en l'amour, comme on croit en un investissement, censé rapporter des dividendes de fidélité. Je me réveille avec un profond sentiment de perte, mais ce n'est pas la perte que l'on attendrait de moi. C'est ma naïveté qui me manque, et non elle, c'est ma capacité à faire confiance que je pleure, et non l'objet de cette confiance. Moi aussi, je vieillis. Mes cheveux se clairsemment, et mes articulations, au réveil, me rappellent le poids des années écoulées. Je me regarde dans le miroir, cherchant les vestiges de celui que j'étais, pour n'y trouver finalement que le reflet de celui que je suis devenu. Est-ce que cet échange était juste? Je l'ignore.
La justice et les mathématiques sont deux sciences bien distinctes. Mais lorsque j'ouvre la porte du coffre, et que je contemple cette fameuse photo, son visage rayonnant de bonheur, la main de cet homme dans ses cheveux, et mon propre argent, finançant leur chambre d'hôtel, je comprends que je referai exactement la même chose. Chaque étape, chaque décision, et chaque nuit blanche, passée à tout planifier. La vengeance est un véritable travail. C'est une besogne ardue, minutieuse, qui n'apporte aucune joie, mais qui garantit un résultat implacable. Et je suis devenu un maître absolu dans ce domaine. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Croyez-vous que la justice puisse s'obtenir par la loi, ou pensez-vous que certaines trahisons sont tout simplement impossibles à pardonner? Abonnez-vous à la chaîne, pour ne pas manquer la suite de nos récits. Dans la prochaine histoire, je vous raconterai comment j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a presque redonné foi en la confiance. Presque.